Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du live de Mediapart qui est consacrée très largement au mouvement social, comme le 18 décembre, au mouvement social contre la réforme des retraites. Pardon. Donc depuis le 18 décembre, 23 jours de grève ont passé, 23 jours qui s'ajoutaient à une vingtaine d'autres pour certains, avec pour tout changement une victoire, selon la CFDT et l'UNSA, sur le retrait temporaire de l'âge pivot, et puis selon à peu près quasiment tous les autres, un enfumage et donc la poursuite du mouvement. Comme la dernière fois, un certain nombre d'invités vont se succéder en plateau, donc voilà, frustration terrible pour tout le monde de ne pas les avoir suffisamment longtemps, mais c'est un peu le jeu puisqu'on essaye de montrer le plus largement possible la diversité de ce mouvement social. Et puis pour commencer, on reçoit donc Laura. Bonsoir. Bonsoir. Laura qui est cheminote à la SNCF, syndiquée chez Sudrail, pilier de l'AG de Gare du Nord, mais depuis bien longtemps. Et puis vous travaillez sur donc la plateforme du Bourget, donc de Paris Nord. Et puis Luc Châtelain, bonsoir, conducteur de métro sur la ligne 5, gréviste depuis... Depuis le 5. Donc 42... 43, 40 et quelques jours. 43 jours, 42, 43 jours. Vous n'êtes pas syndiqué. Alors si, j'ai été syndiqué CGT. Vous avez été syndiqué. Ouais, tout à fait. D'accord. Et syndiqué CGT. Ok. Voilà. Je co-anime avec Christophe Guignot, qui est donc journaliste également à Mediapart. Je te laisse poser la première question. Non, ma première question, elle est simple, c'est que vous l'avez rappelé, vous êtes en grève depuis 43 jours. Il y a eu diverses annonces à la fois du gouvernement et de certains syndicats. Vous, c'est quoi votre état d'esprit là aujourd'hui, alors que encore pas plus tard que tout à l'heure, Édouard Philippe a dit qu'il fallait en gros savoir terminer une grève. Où est-ce que vous en êtes, vous? Citation incomplète d'ailleurs, il paraît, d'après ce que j'ai cru comprendre. Eh bien, l'état d'esprit est toujours le même. Nous, on a annoncé, alors ça engage les conducteurs chez nous, Ligne 5 particulièrement, mais l'ensemble des collègues, c'est retrait de la réforme, reprise du travail. Voilà, on aurait pu se contenter, comme je disais, juste d'une AG pour dire on se retrouve quand on a retiré ce projet. Voilà. Ça reste le retrait. Ça reste le retrait. On ne défend pas que notre paroisse, si je peux exprimer ainsi. On veut, voilà, je pense qu'il y a différents intervenants qui ont pu décortiquer cette réforme dans tous les sens possibles. Des questions sont encore sans réponse, notamment sur l'accès à la retraite pour les femmes et autres. On voit que c'est néfaste. Je pense que la réforme qu'on avait en France est révolutionnaire et géniale. Il suffit de l'améliorer. Tout le monde dit ça. 60% des Français, à travers plusieurs sondages, l'ont dit. Voilà, notre état d'esprit, c'est ça, le retrait. Et Laura, vous? Je vais dire pareil. En réalité, oui. Depuis le début, de toute façon, ce mouvement qui est parti de la base, il est parti sur des mots d'ordre très précis, très clairs. Moi, j'étais à la maison de la RATP pour soutenir les grévistes le 13 septembre. Avec pas mal de cheminots, on était déjà venus à l'époque pour dire que voilà, qu'on se battait. Après la première date. Le premier jour de grève à la RATP, le 13 septembre, on était venus avec un certain nombre de cheminots, avec nos gilets oranges, justement pour dire qu'on soutenait les copains de la RATP et qu'on était prêts à se battre ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis depuis ce jour-là, c'était déjà à ce moment-là, c'était la base qui poussait pour une grève illimitée. Et c'était sur le mot d'ordre du retrait. Donc il n'y a pas de raison qu'on change. On a fait 43 jours de grève, on ne va pas rentrer chez nous comme ça, sans avoir rien obtenu. Donc on va continuer. Néanmoins, quand je vous ai rencontré pour un article la semaine dernière, Luc Châtelain, vous étiez assez lucide sur la fatigue, la difficulté financière. Un peu aussi sur l'amertume de certains, sur l'absence de relais dans d'autres secteurs. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est arrangé depuis? Alors, c'est compliqué. Faire un état des lieux des luttes en France, parce qu'en fait, on en est là. Il y a des amorces partout, des gens qui reprennent, des gens qui lâchent. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir une idée, je pense, globale. Ça devrait être le rôle des unions locales, de tous les syndicats réunis, de faire remonter les infos. On en est je pense, arrête-moi si je me trompe, mais à devoir s'envoyer des messages entre nous pour avoir les statistiques localement. Ça ne devrait pas être notre préoccupation première. On devrait pouvoir avoir le soutien des grosses organisations syndicales. Et les syndicats sont des individus. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de représentativité que ça
Vous partagez ce constat, la difficulté quand même à y voir clair sur qui y est, qui n'y est pas, et même au sein des cheminots à la SNCF? Déjà, la première chose à dire là-dessus, c'est que la direction, elle fait exprès d'envoyer des chiffres et de tromper, y compris l'opinion publique, en faisant croire que ça a repris ici ou là. On voit qu'ils annoncent, je sais pas, des 6% de grévistes, de 7% de grévistes, alors qu'on a le trafic qui reste quand même perturbé. Donc, il faut se demander comment c'est possible, en fait, qu'on ait des taux de grève à 7% et que de l'autre côté, selon la direction, et que de l'autre côté, on ait une bonne partie du réseau qui reste quand même paralysé. Et oui, effectivement, il y a une difficulté déjà par cet enfumage et ce discours médiatique qui est porté et par le gouvernement et par la direction à la fois de la SNCF et de la RATP. Et il y a une difficulté aussi de commencer à voir comment on peut s'organiser à la base. Enfin, nous, en tout cas, avec un certain nombre de cheminots et d'agents RATP, des différents dépôts de bus, lignes de métro, RER, aussi des gares SNCF, on a lancé depuis le début une coordination RATP-SNCF qui regroupe justement les agents à la base, qu'on soit syndiqués ou non, peu importe, il n'est pas question d'étiquette syndicale. Aujourd'hui, c'est la base qui a lancé ce mouvement et c'est la base de s'organiser et de décider par elle-même quelles sont les suites. Et c'est cet espace, par exemple, qui se réunit une fois par semaine, cette coordination, où on essaye justement de s'échanger des infos, de coordonner nos actions, d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour déjà savoir un peu ce qui se passe. C'est pas laisser la direction nous enfumer avec des faux chiffres et du coup essayer de voir comment nous on peut se coordonner entre nous, quoi. Je pourrais rebondir encore sur ça. On parle beaucoup SNCF et RATP, donc ça fait un peu corporation du transport. Moi, j'ai assisté à pas mal d'AG interprofessionnels. Il y avait beaucoup d'enseignants, il y avait des gilets jaunes, il y avait absolument tous les corps de métier, donc des juristes, des infirmiers et autres. Et voilà, c'est ça la base en fait. La base, c'est la population qui est là à essayer de trouver des solutions et d'avancer conjointement, quoi, main dans la main. Et justement, en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de métiers mobilisés. On le voit, les avocats, vous avez évoqué, mais aussi les profs, tout à fait, les raffineries, etc. Si on en croit les enquêtes d'opinion, il y a un large soutien du mouvement. Et pourtant, on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas, si vous passez l'expression. À quoi vous l'attribuez ça? Donc, vous avez parlé un peu du problème aussi des unions locales des syndicats ou même de la direction des syndicats. C'est quoi qui fait qu'il manque, on a l'impression qu'il manque un peu le lion, là? Alors peut-être qu'effectivement, il y a un taux de syndiqués qui est plus celui qu'il était. Donc il y a peut-être une perte un petit peu de culture syndicale, de perte de culture politique, un désintéressement peut-être des plus jeunes générations. Donc là, les gens s'y remettent, prennent des cours en accéléré depuis le début du mouvement. Mais oui, on galère, ne serait-ce que pour faire imprimer des tracts, parce qu'il faut toujours l'aval des grosses entêtes syndicales. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On aimerait pouvoir accéder à des moyens, à des locaux, à des choses pour diffuser, pour rassembler, pour expliquer et dialoguer avec les gens qui n'ont peut-être pas encore compris la réforme, ce qui, à mon avis, commence à devenir rare. Mais voilà, ouais, c'est compliqué. Laura, c'est quoi votre diagnostic sur ça? Je partage ça déjà, l'effort, je pense qu'il y a un effort qui est fait dans, je dirais, je ne crois pas me tromper, celui dans l'ensemble des assemblées générales, d'attachement, des gares, des dépôts, qui est d'aller vers les autres secteurs. Cette grève, ce n'est pas une grève corporatiste. On est là pour défendre les retraites de tous, on va dire. On est conscient que cette réforme a un impact sur tout le monde. Donc, on a, depuis le début, en fait, essayé d'aller vers les autres corps de métier, vers les autres secteurs, vers les gilets jaunes aussi, parce que s'il y a une grève qui part de la base, c'est aussi parce qu'il y a eu un an des gilets jaunes avant et qu'on en est là aussi grâce à eux, on va dire. Et après, je pense que pour répondre à la question de pourquoi ça ne prend pas, entre guillemets, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a des raisons de se mettre en colère, de se mettre en grève. Il n'en manque pas. Nous, par exemple, avec la coordination RATP-SNCF, on est parti voir les salariés de Peugeot à Poissy. C'est une entreprise, une énorme entreprise de l'automobile où il y a, par exemple, beaucoup de précarité. Il faut savoir qu'ils ont viré, je crois, 500 ou 600 intérimaires il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, le problème, c'est que il ne faut pas rester, moi j'ai l'impression, il ne faut pas rester sur la question de la réforme des retraites. Il faut voir comment on essaye justement d'entraîner le secteur privé
qui, bien sûr, est impacté par la réforme des retraites, mais qui a beaucoup d'autres préoccupations. Dans le milieu privé, par exemple, les raffineries, on les menace, la direction des raffineries les menace avec des licenciements s'ils se mettent en grève et s'ils mettent à la raffinerie à l'arrêt. Donc, évidemment qu'il y a d'autres préoccupations. Donc, moi, je pense que c'est aussi de la responsabilité des grandes confédérations syndicales de justement élargir aussi sur les revendications, de penser la question de la précarité, la question de la pénibilité qui ne concerne pas que les métiers ou non, enfin, de transport ou autres, de penser la question des licenciements, par exemple, parce que je pense que les salariés du privé, ils vont se mettre dans la bataille quand ils vont voir que le jeu en vaut la chandelle quelque part. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait des mots d'ordre aussi qui les concernent. Sur la question de la précarité, on peut parler aussi des gilets jaunes. Enfin, je pense que pour rallier un certain nombre de secteurs, il y a besoin qu'il y ait des mots d'ordre aussi qui les concernent et par lesquels ils se sentent concernés et ils se disent, voilà, là, ça vaut le coup. Ce n'est pas juste une lutte défensive où on va se battre pour, en gros, revenir à la case départ, parce que si on gagne cette grève, entre guillemets, si on fait retirer le projet de réforme, on va revenir au système comme il était avant, alors qu'il y a des préoccupations dans beaucoup de secteurs qui ne se limitent pas à ça. Donc, de voir comment on peut avoir aussi des mots d'ordre offensifs pour que les salariés, derrière, voient l'intérêt de s'impliquer, de se mettre en grève, de risquer quelque part quelque chose pour obtenir des avancées sociales et que ça ne soit pas juste une lutte défensive. On se bat pour garder ce qu'on a déjà, qui est déjà pas super, quoi. Et comment sont prises les décisions? Vous parliez tout à l'heure de la base. Je pense que tout le monde ne sait pas, par exemple, à la RATP... que les assemblées d'agents RATP se structurent par ligne, même si certaines lignes peuvent fusionner à certaines occasions. Mais voilà, quand vous dites c'est la base qui pousse, c'est la base qui est légitime, c'est la base qui doit s'organiser et s'appuyer sur des relais confédéraux, éventuellement syndicaux, mais comment fonctionnent en fait ces AG de base, comment ça s'organise? Effectivement, alors on est obligé de faire plusieurs AG, des AG locales pour déjà décider vers qui on se dirige, puis ensuite on fait des AG interlignes, parce qu'en fait chaque ligne est une entité, chaque dépôt de bus est presque une micro-entreprise aujourd'hui. Donc on a heureusement des moyens, Internet, les téléphones, voilà, mais ça suffit pas. Donc on se réunit localement pour discuter, on essaye de gonfler mais on n'a pas de structure, on n'a pas de locaux pour ça. On a effectivement théoriquement des représentants syndicaux, je leur jette pas la pierre, hein, ils sont pas forcément soutenus par tout le monde et puis ça a un peu débordé, hein, ça a appelé à la calmie là, pendant la période des fêtes. Pas du tout. Nous, on était là, on était sur le terrain. C'est là où on avait besoin de soutien. Donc, on manque effectivement un peu de moyens. On doit trouver les solutions nous-mêmes. Donc, on en avait parlé un petit peu. Donc, comme on s'était vu la semaine dernière, on est obligé donc de trouver des moyens de s'imprimer les choses, de trouver des lieux de rencontre, parce que voilà, quand on parle d'une AG, on est entre 40 et on peut rapidement atteindre les 100, 150, 200 personnes. Donc pour pouvoir discuter avec efficacement, et comment on fait, quoi. Et donc ouais, là c'est compliqué. La question qui vient quand même après, c'est vous demandez le retrait, les confédérations syndicales demandent le retrait et l'amélioration éventuellement de la réforme et donc continuer à négocier. Est-ce que vous considérez que vous avez les moyens financièrement, est-ce que vos collègues le disent, de tenir jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'en février? Enfin voilà, est-ce que vous avez un horizon ou pas? Nous, en tout cas, on essaye, au niveau des cheminots du Bourget, on essaye de s'en donner les moyens, justement. On pense que cette question de l'organisation à la base, en assemblée générale, c'est aussi à nous de penser les difficultés d'une grève. C'est à ça que c'est une assemblée générale, quand les travailleurs ils se rejoignent et ils discutent. On ne discute pas juste des manifs, de ce qu'on va faire, etc., mais aussi des difficultés de la grève auxquelles on est confronté. On sait qu'il y a des collègues qui sont en difficulté financière. Et voilà, et ça c'est des problématiques qui sont posées. Donc nous, par exemple, sur le site du Bourget, on a lancé une caisse de grève dès le début, parce qu'on avait déjà l'expérience préalable de grève locale et pareil de la grève en 2018 contre le pacte ferroviaire, et on savait qu'on allait être confronté à ces difficultés. Donc dès le début, on a lancé une caisse de grève qui permet aujourd'hui, on est à, je crois, plus de 60 000 euros
pour le site du Bourget. Et voilà, donc c'est un arme, c'est un peu le nerf de la guerre, comme on dit. Et voilà, on va faire en sorte que cette caisse de grève elle soit alimentée. On fait des points fixes dans les manifestations. On a sollicité la caisse de grève de la CGT Infocom. Il y a les salariés de Honnête, les anciens grévistes d'Honnête qu'on avait soutenu beaucoup à l'époque avec mon camarade Anas. Ils sont venus hier, pas plus tard qu'hier, avec une enveloppe de plus de 1 000 euros pour nous soutenir. Et ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on voit que la solidarité, elle est énorme, quoi. Et la caisse de grève, elle tourne sur Internet, etc. Donc ça, c'est un moyen concret de se donner les moyens, quelque part, de tenir jusqu'au retrait. Et c'est ce qu'on compte faire. Pour l'instant, on n'a pas l'intention de reprendre. Le soutien est vraiment de partout. Il y a des gens du privé aussi qui donnent. Il y a des commerçants. Beaucoup de gens participent effectivement avec leurs moyens pour alimenter les caisses. C'est assez, pas assez, je ne sais pas. On verra après parce que malheureusement, on est en plein dedans. Mais effectivement, on encourage les gens à agir. C'est un des moyens d'action, autre que celui des manifs. Et peut-être une dernière question un peu catégorielle, mais est-ce que les négociations qui s'ouvrent là avec la direction de la SNCF sur le statut, est-ce que selon vous, elles vont brouiller un peu le message et éventuellement désarçonner un peu les grévistes ou pas? Ou est-ce qu'on peut tout à fait mener les deux mouvements en parallèle? Nous, pour l'instant, on est concentrés sur le retrait de cette réforme et je pense qu'on a bien raison parce que la direction, elle essaye aussi de nous brouiller un peu les cartes en disant voilà, on va négocier à la fois comme s'il allait lâcher des choses alors qu'on sait très bien qu'ils ont passé un pacte ferroviaire en force, qu'ils sont en train de détruire l'entreprise. Donc nous, on n'a aucune illusion sur ces négociations catégorielles. Pour l'instant, ce qui nous anime, c'est le retrait de la réforme des retraites, et y compris, je rajoute aussi cet élément qui est important, c'est qu'on ne veut pas de négociation. Nous, à la base aussi, à ce sentiment de dire qu'il y en a marre, qu'il y en a qui aillent négocier à notre place, Escure, Martinez, etc., ceux qui vont négocier à la place des grévistes, alors qu'ils ne représentent en réalité pas ce que dit la base. 12%, c'est ça, 12-17% sur l'entreprise. Effectivement, ça ne représente pas la majorité. C'est comme la CFDT qui va négocier pour le privé. Ils sont quoi, 7%? Ça représente combien de millions de Français réellement, quoi, comparativement aux sondages qui ont été faits? Ce qui est discuté dans les assemblées générales, c'est cette question du retrait. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans les salons feutrés de l'Élysée pour dire qu'on veut le retrait. Il suffit de le démontrer dans la rue, de se mettre en grève, de faire en sorte de donner les moyens à ceux qui veulent se mettre en grève de pouvoir le faire pour créer justement le rapport de force. Pour nous, les questions de négociation, que ce soit sur des raisons catégorielles ou sur la réforme même des retraites, c'est de l'enfumage. Nous, on veut pas s'enliser là-dedans. On veut que le projet soit retiré et puis c'est tout, quoi. Eh bien, écoutez, une question moins catégorielle, mais tout à l'heure, on a justement en plateau les représentants de Martinez pour la CGT, FO et la CFE-CGC. Est-ce que vous avez une question à leur poser ou une interpellation à leur faire qu'on pourra leur transmettre tout à l'heure? Moi je dirais que parce qu'ils disent qu'ils sont pour le retrait ou qu'ils veulent pas, qu'ils sont pour que la grève se généralise. Ils l'ont dit beaucoup. Oui, ils l'ont dit beaucoup ces derniers temps. Bon, ça, je pense personnellement que ça arrive un petit peu tard parce que nous on est en grève depuis le 5 décembre et c'est que à partir de début janvier qu'on entend beaucoup cette question de généralisation alors qu'on avait déjà un mois de grève dans les pattes, on va dire. Mais moi j'ai deux choses. D'une part, la question de l'argent. Là, c'est pas la détermination qui manque. S'il y a des grévistes qui vont se voir obligés de reprendre le travail quelque part, même s'il y a une majorité qui reste en grève, c'est parce qu'on n'a pas... quand on a des familles à nourrir, des loyers à payer, on a besoin d'argent. Et les confédérations syndicales, elles ont beaucoup d'argent. Donc ça serait bien qu'ils le donnent pour les caisses de grève au plus vite, pour les caisses de grève qui sont gérées par les grévistes eux-mêmes, pour qu'on ait les moyens de tenir. Ça, c'est indispensable. Et l'autre question, pour moi, c'est sur la généralisation de la grève. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de voir comment c'est pas juste une incantation, la généralisation de la grève. Il faut que ça se concrétise. C'est pas seulement le travail sur le terrain, mais c'est aussi les mots d'ordre qu'on met en place, comment on essaye de faire en sorte que tout le monde se sente concerné et que tout le monde rentre dans la bataille. Et c'est maintenant parce que... Il y a des préavis qui ont été déposés. Alors, il y en a, c'est des illimités, mais dans certaines
corps de métier, c'est pas des préavis illimités, donc les gens ne peuvent pas être couverts, et ça aussi, c'est un truc assez ambigu quand on est les confédérations générales ou l'UNSA ou je sais pas, pourquoi mettre des préavis juste pour une journée, juste pour la manif, juste là, ça devrait être de l'illimité depuis quasi le mois de décembre, dans tous les secteurs. Merci. Merci à vous deux, on transmettra. On va passer donc au deuxième plateau consacré à d'autres formes de mobilisation dans des secteurs aussi peut-être moins en vue que la RATP et la SNCF, mais c'est tout aussi intéressant. Je vous laisse avec une petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue, puis on continue. Je voudrais commencer par m'exprimer sur le contexte social. Alors ces dernières semaines, aujourd'hui encore, certains parlent de leurs inquiétudes pour leur situation individuelle. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. On continue donc cette soirée consacrée au mouvement social avec deux nouveaux invités. Sylvie Berthaud, musicienne du chœur de Radio France et élue CGT. Bonsoir. Bonsoir. On vous a sûrement entendu dans la vidéo qu'on vient de regarder. Oui, oui. Et puis Camille du collectif CLAC. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et comment vous avez décidé en tant que militant queer et LGBT d'investir le mouvement social et de repolitiser éventuellement les militants queer par la même occasion. Je commence juste avec vous dans la suite de ce chant des esclaves au vœu de Sybille Veil à Radio France et de Louis Berthaud, parce que vous êtes aussi, vous faites partie d'un mouvement de grève très très long, un peu comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est 44. On est au 44e jour de grève, oui. Le 44e jour de grève à Radio France, oui. Donc contre un plan de départ donc, qui concerne en particulier le chœur. Tout à fait, c'est un plan d'économie décidé par la PDG, Sybille Veil, sur un désengagement de l'État, d'une part, et aussi une volonté de mettre un gros financement sur le numérique. Et bon, pour faire ça, il faut taper dans la masse salariale. Donc il y a un plan de suppression d'emplois, de 299 suppressions d'emplois, et un plan de départ volontaire, donc 236 départs volontaires. Les annonces ont été faites en juin et on a eu beaucoup de précisions après en novembre. Donc l'attente a été longue pour tous les salariés de Radio France. On a eu tout l'été pour s'angoisser et pour se poser plein de questions. Voilà. Et donc vous êtes, peut-être expliquez-nous, vous êtes musicienne du chœur. Donc oui. Depuis combien de temps, qu'est-ce que vous y faites, quel est votre métier, et puis surtout comment le chœur en tant que tel est impacté par ce plan de départ volontaire? Oui, alors le chœur fait partie des 4 formations musicales à Radio France. Il y a 2 orchestres, l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique de Radio France,
le chœur de Radio France et la maîtrise. Le chœur est un effectif de chanteurs professionnels. C'est le seul chœur symphonique permanent en France. C'est un effectif de 90 chanteurs actuellement. On était encore 114 en 2015. Donc il y a déjà eu un plan de suppression de postes dans notre chœur. Évidemment, quand on ne connaît pas bien la musique et le répertoire, on ne peut pas se rendre compte que ce que c'est un plan de suppression de 33 postes, donc pour nous réduire à 60. Ça va changer complètement notre métier, ça va appauvrir notre programmation, puisque à 60, on ne peut pas chanter les mêmes ouvrages qu'à 90. Toute la musique vocale symphonique du 19e, 20e se chante beaucoup à 90 chanteurs. Enfin, ça veut dire que si vous êtes un des rares chœurs de ce type dans le monde, certains morceaux du répertoire ne seront plus jamais chantés. Pas en France, en tout cas, oui. Donc, c'est-à-dire que c'est un répertoire qui va mourir. C'est un répertoire qui est volé au public, même. C'est du patrimoine, réellement. Et pourtant, nos concerts, quand on est en tutti, comme on dit, à 90, avec les gros orchestres, nos 2 orchestres symphoniques, ce sont toujours des concerts qui sont très plébiscités par le public, qui ont des grands succès. Donc, c'est l'incompréhension totale de cette décision technocratique, quoi. Voilà. Avant de passer à vous, Camille, peut-être une dernière question, parce que ça va sûrement vous intéresser. On sait quand un journaliste de Radio France fait grève ou quand un animateur un peu connu de Radio France fait grève, on entend que sa case est blanche. Vous, comment vous faire entendre et est-ce que c'était le sens de cette action? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, nous, les musiciens des formations musicales, la tradition, c'est plutôt de faire grève au moment des concerts, parce qu'il y a la visibilité. Et puis, il n'y a pas de billetterie. Donc, ça les embête. Voilà. C'est vrai qu'au moment des répétitions, ça a beaucoup moins d'impact. Donc, mais là, sur ce mouvement, depuis le 25 novembre, Sibylle Veil a carrément zappé. Elle est dans le déni que les formations musicales ont annulé presque tous leurs concerts à Radio France. Donc, évidemment, on avait envie d'être un peu plus visible et de lui montrer qu'on est là, parce que ça devient agaçant, quelque part. La dernière communication qu'elle a pu faire à la mi-décembre, c'était il n'y a presque plus de grévistes. Il y a 2 ou 3% de grévistes, évidemment, sur les antennes. Ça s'entendait un petit peu moins, puisque seule la CGT a gardé le mouvement. Donc, ça a été un moment spontané, un mouvement spontané des musiciens, du chœur, de venir lui pourrir ses vœux. Voilà. Vous avez été imité, parce que depuis, les vœux sont des passages douloureux en France. Oui, paraît-il, oui. J'ai une autre question, enfin, plutôt que vous nous expliquiez un peu, parce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il y a donc cette grève interne à Radio France, mais qui aussi a rejoint le mouvement sur les retraites et la mobilisation plus générale. Oui. Et je crois que, par exemple, ce midi, il y avait une AG qui regroupait des gens de Radio France et des gens aussi d'Île-de-France, du mouvement contre les retraites, etc. Vous y étiez? Oui, j'y étais. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment ça s'est passé? J'y étais pas tout le temps parce que nous, on avait une répétition après. Le chœur a chanté. Il y a eu des interventions de différents corps de métier. Enfin, et puis il y a eu des enseignants, des cheminots. Enfin, c'était une AG interprofessionnelle sur le parvis derrière la maison de la radio qui a été bien suivie. Bon, voilà, c'était pour décrire toutes les luttes et toutes les raisons de lutter contre ce gouvernement quand même qui en met plus d'un mécontent, quoi. Enfin, voilà. Camille, bonsoir. Rebonsoir. Vous, donc, vous êtes militant au CLAC. Alors, on va revenir un peu sur ce qu'est le CLAC, mais on a beaucoup parlé de vous très récemment à propos des femmes de chambre de l'hôtel Ibis de Batignolles. Peut-être expliquez-nous vite fait, enfin rapidement, pardon, ce qu'est cette lutte, depuis combien de temps elles sont en grève et tout ça, pour les gens qui n'auraient pas entendu parler. Alors, ça fait un peu plus de 5 mois maintenant, voire 6 en fait à peu près, que les femmes de l'hôtel Ibis Clichy-Batignolles sont en grève. Leur slogan, je crois qu'elle l'évoquait d'ailleurs dans une de vos derniers lives, c'est
la sous-traitance, en fait, c'est de la maltraitance et il se trouve qu'elles sont employées par une entreprise sous-traitante au sein de l'hôtel Ibis, qui fait partie du groupe plus général de la multinationale en fait, de l'hôtellerie Accor. Et donc elles se sont mises en grève pour dénoncer les conditions de travail qui ne sont pas les mêmes que celles des salariés de l'hôtel, les cadences qu'on leur impose, le fait que justement elles ne peuvent pas se constituer collectivement ou constituer un groupe collectif politique militant avec les autres salariés de l'hôtel. Donc en fait il y a une sorte de vulnérabilité aussi de leur statut. Et donc cette grève, ça fait longtemps qu'elle dure. Elles ont été rejointes par d'autres groupes militants, et notamment le collectif féministe, les féministes révolutionnaires, et qui nous avait invités en fait, à un événement de soutien il y a 1 mois et demi à peu près, un peu plus. Puis par ailleurs, c'est voilà, un groupe qu'on croise de temps en temps en manifestation, etc. Et l'idée, c'était de trouver une manière de les soutenir, alors à la fois pour évidemment montrer notre solidarité et notre soutien, mais aussi, c'est aussi une ambition politique, quoi, de venir montrer qu'on veut faire force aussi et participer à une lutte plus collective. Et donc, il fallait voilà, essayer de trouver une autre manière aussi d'aller nourrir la caisse de grève et donc de trouver d'autres stratégies. Et voilà, l'organisation de 2 moments un peu forts, de 2 événements qui ont lieu cette semaine. Le premier, c'est vendredi et le deuxième, c'est samedi, sous la forme d'abord de sortes de performances, débats et d'échanges aussi avec les grévistes. C'est voilà, penser des temps de rencontre, d'échanges sur la particularité de nos luttes, la manière dont elles se rejoignent. Et dans un deuxième temps, voilà, solliciter aussi quelque chose qu'on sollicite aussi culturellement dans nos communautés, qui est faire la fête. Mais justement, pourquoi c'est important et quel est le cheminement qui vous amène à mobiliser l'identité queer LGBT à l'intérieur du mouvement social? Pourquoi y aller comme ça et pas simplement en tant que citoyen qui soutient ou les Gilets jaunes ou le mouvement contre les retraites, enfin la réforme des retraites ou les femmes de chambre de l'Ibis Batignolles? Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, je pense qu'il y a surtout 3 temps. On pourrait analyser la question différemment. C'est qu'en gros, évidemment, nous aussi, on est impactés, comme tout le monde, par les réformes des retraites, du chômage. On est précarisé voilà, de multiples manières. On est aussi soit chômeurs, chômeuses, cheminotes, profs dans le secteur public, etc. Donc il y a une réalité qui nous touche également. Et c'est important de le dire aussi parce que souvent, on a tendance aussi à envisager les mouvements LGBT en fait, comme une sorte de mouvance un peu séparée politiquement, qu'on n'arrive pas à réinscrire dans des dynamiques de lutte sociale et de justice sociale. Je pense que déjà, réaffirmer ça, qu'on est aussi directement concerné, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que on est également soumis en tant que transpédéguine. Nous on se définit plutôt en tant que transpédéguine queer que LGBTQI, on est soumis aussi à une autre forme de discrimination au sein du monde du travail et des logiques du travail. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels en fait, on ne s'est pas tellement prononcé au cours des 20 dernières années dans le mouvement. C'est quelque chose, on s'est énormément concentré sur la question de la politique d'égalité, d'égalité des droits, etc. Et c'est une des particularités de notre groupe. Mais on n'est pas les seuls, on est d'autres justement au sein des pink blocs qui peuvent émerger en manifestation, d'essayer de réfléchir à comment nous, on s'intègre dans les questions de justice sociale, à la fois parce qu'on est concerné par l'impact des réformes, mais aussi quelles sont nos situations quand on est une personne trans qui essaie de rentrer dans le marché du travail, qui essaie de conserver un emploi, qui est soumise à des discriminations, mais aussi quand on est séropo, quand on est un retraité LGBT qui a une carrière morcelée, fragmentaire, et en fait, je pense que toutes ces réalités-là, c'est des choses qu'on n'a finalement pas pris énormément le temps d'élaborer. On a très peu de chiffres aussi et d'études qui sont sortis sur ces réalités de nos vies, la précarité de nos vies. Et je pense que là, on a un travail à mener, et cette visibilisation au sein des mouvements sociaux, elle participe à la fois d'une volonté de faire alliance, de tisser des complicités, de désincruster aussi des dynamiques qui aussi contribuent à l'homophobie, etc., dans ces espaces, sans nécessairement les criminaliser. Et ensuite, de se positionner, nous, en tant que transpédéguines, au sein de ces mouvements sociaux. Peut-être revenir juste sur ce que vous venez de dire juste à la fin, mais par rapport à ce que disait Sylvie Berthaud, réintroduire aussi de la fête dans le mouvement social qui pourrait quand même
vu l'État un peu nous accabler, et puis aussi qui conserve, même si ça a été très bouleversé depuis 1 an et demi, là, mais un côté très ritualisé, dont beaucoup de gens veulent s'extraire. Hein. Le cortège de tête est né aussi de ce constat qu'on n'a plus envie d'aller en manif, que ça ronronne, etc. Donc comment jouer aussi de ça pour transformer, donner envie de s'y associer? Alors après, c'est vrai que c'est une des perspectives du Pink Bloc d'essayer de réfléchir à la manière dont on peut investir l'espace de la rue et de la manifestation un peu différemment. Après, le Pink Bloc, ça fait maintenant plusieurs années qu'il a énormément évolué. En fait, il est présent depuis l'état d'urgence. En fait. Donc, en fait, ça a bougé au moment de la loi travail. Et puis, la répression policière s'est accrue. Donc, ça a été aussi de plus en plus compliqué d'essayer de trouver des manières de construire ce Pink Bloc, de le faire émerger à différents temps en fait, politiques un peu forts et marquants de lutte. Donc, c'est vrai qu'il y a cette réflexion de comment déplacer un peu des modalités habituelles de manifestation, etc. Après, ce n'est pas forcément que propre à la culture queer. Je veux dire, c'est pas aussi complètement anodin qu'on se soit associé, par exemple, pour les Pink Blocs les plus récents à Art en Grève, avec lesquels voilà, on travaille aussi sur des questions d'esthétique, on réfléchit peut-être à voilà, des formes de performance. On essaye aussi de réfléchir, et ça c'est plus propre effectivement à notre groupe et au groupe qui constitue le Pink Bloc actuellement, à quels sont les slogans qui peuvent aussi venir... Voilà, apporter de la joie, de l'humour, de travailler aussi un peu autour de ça. Et puis l'aspect festif, c'est vrai que pendant longtemps, les fêtes queer ou transpédéguines ont été aussi des espaces de liberté, d'émancipation, d'autonomie aussi politique, ce qui est plus forcément toujours le cas maintenant, où voilà, on peut estampiller queer une soirée, etc. Et c'est devenu finalement assez mainstream. Là, l'idée, c'est on n'est pas non plus des programmateurs de soirée. L'idée, c'est un peu dans ce qui s'était fait. Voilà, historiquement, il y a quand même une histoire de ces alliances, de ces complicités-là, avec Lesbian and Gay Support the Minors, voilà, dont l'histoire est retracée dans le film Pride. C'est d'organiser une fête, mais en restant vraiment axé sur le fait de reverser les fonds et de nourrir une caisse de grève. Donc, juste pour les gens qui nous regardent, le Pink Bloc, c'est une allusion au Black Bloc, je suppose, un peu. Et qu'est-ce que c'est? Comment ça se forme? Qu'est-ce qu'ils font? Et quelle est la différence, justement, avec le reste ou avec une manière de manifester plus... Alors, en fait, le Pink Bloc, ça a émergé au moment des mobilisations à Seattle, donc dans les années 90, il me semble. Et en fait, ça a été une sorte... Alors, c'est une sorte de contrepoint, ou en tout cas, si ce n'est un contrepoint, de manière de travailler avec le Black Bloc ou à côté du Black Bloc, mais de manière un peu différente. Donc, ce qui composait le Pink Bloc, c'était des groupes féministes et des groupes LGBTQI, queer ou transpédéguines, en fonction des identités et des appellations dans lesquelles on se reconnaissait à l'époque. Et l'idée, c'était de réfléchir aussi à d'autres modalités de mobilisation. Il y avait... très vite aussi, il y a la question du costume, la question de comment on s'habille, la question de la musique, etc. Et d'essayer de désamorcer aussi certaines logiques de violence et confrontationnelles, notamment vis-à-vis des forces policières, et d'essayer de trouver d'autres manières d'occuper cet espace. Et en fait, il a eu des phases d'émergence à certains moments, et puis jusqu'aux manifestations à propos de l'état d'urgence, contre l'état d'urgence. Il y avait une sorte d'assoupissement, et puis en fait, ça ne savait pas tellement percer en France. Il y avait eu quelques tentatives, etc. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, on remarque que de toute façon, il y a un besoin. Il y a un besoin de créer ces espaces-là. Je ne suis pas sûr que l'espace soit suffisant, mais en tout cas, il y a besoin de faire exister cet espace-là collectivement, et puis aussi de pouvoir agréger au sein du Pink Bloc différents groupes avec des revendications, parce qu'en fait, la communauté LGBTQI, elle est traversée de plein de différences. On n'est pas tous égaux. Les situations des personnes racisées LGBTQI ne sont pas exactement les mêmes des situations de gays, cis, blancs. Et donc, en fait, l'idée aussi, c'est qu'au sein du Pink Bloc se retrouvent différents groupes. Donc déjà, au sein du Pink Bloc, il y a déjà des complicités qui se tissent. Après l'intérieur. Avant juste de revenir vers vous, Sylvie Berthaud, pour une dernière question. S'investir et investir le mouvement social, c'est aussi se coltiner le mouvement social avec ses travers, mais qui sont propres
au reste de la société française, y compris une part d'homophobie. Et je me souviens de discussions avec les militantes solidaires sur des comportements homophobes de certains conducteurs de train vis-à-vis de Guillaume Pépy, l'ancien PDG de la SNCF. C'est une question qui est importante pour le syndicalisme. Comment vous gérez ça, d'autant plus qu'il y a eu récemment des sanctions prises contre des agents grévistes pour avoir tenu des propos homophobes. Donc comment, comme vous le disiez, on lutte contre l'homophobie partout où elle existe, y compris dans les milieux militants syndicaux. Et en même temps, comment on reste associé, on ne participe pas au dénigrement de ce mouvement social. Évidemment, je dis ça parce que ça provoque un peu des remous là, ces derniers jours. Bien sûr, en fait, on s'est positionné aujourd'hui clairement là-dessus. Après, en fait, évidemment, l'homophobie est condamnable partout. On n'est pas en train de... Voilà, on s'est positionné clairement en soutien aux 3 personnes grévistes qui avaient été auditionnées par la RATP et qui ont fait... l'objet d'un dépôt de plainte de la part d'associations LGBT. Donc, et on n'est pas en train de dire, par exemple, que on accepte ou on juge acceptable l'homophobie dans les mouvements sociaux. Et c'est pas évident. C'est pas évident d'être dans un mouvement social et d'entendre crier tout le temps enculé, suceur de bite et compagnie. Ouais. Donc ça, c'est compliqué. Après, on juge que c'est pas là qu'on a envie. C'est pas là qu'on priorise la lutte contre l'homophobie, ce qui veut pas dire que on va pas différencier les outils avec lesquels on va lutter contre l'homophobie. Je pense que de toute façon, l'homophobie, c'est quelque chose qui se retrouve... Voilà, c'est une homophobie sociale qu'on a actuellement, avec laquelle on a à composer. L'homophobie dans le mouvement social, je pense que c'est des choses dont qu'on doit d'abord essayer d'affronter par la rencontre, en essayant d'aller en nager, en allant discuter avec les personnes, en tissant des complicités aussi avec ces personnes-là. Et je pense que c'est... En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a envie de se positionner. Et après, je trouve aussi dommage de rentrer dans une sorte de vision où, du coup, l'homophobie serait du camp du mouvement... Enfin, en fait, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes, de dire les Gilets jaunes sont racistes, sont homophobes, les grévistes sont racistes, sont homophobes, ça irait... En fait, c'est propre au prolétariat, etc. Et du coup, à exonérer, en fait, une homophobie systémique, structurelle, qui est quand même encouragée aussi par le gouvernement, et donc, du coup, de créer des oppositions, en fait, et des effets de distance, alors que nous, ce qu'on essaye de construire au sein du mouvement social, c'est évidemment, on n'est pas en train de légitimer une forme de masculinisme dominant qui viendrait aussi écraser la manière dont nous, on a envie de performer, dont on a envie en fait de vivre nos identités, etc. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un peu... c'est faire un peu le jeu aussi du gouvernement que décider de passer par les institutions, de décider de rentrer dans une judiciarisation en fait, de la lutte en attaquant les manifestants. Et je pense que voilà, s'il y a des choses à régler au sein du mouvement social, c'est d'abord parce que ce sont quand même nos alliés sur les questions de justice sociale. Et qu'est-ce qui produit actuellement le plus de violence vis-à-vis de nos communautés? C'est quand même aussi les réformes et la politique qui est menée par le gouvernement actuellement. Et en fait, il ne faut pas mélanger, enfin, en tout cas, il y a un moment, il ne faut pas mélanger, ou en tout cas réussir à hiérarchiser un tout petit peu ce qui est le plus important et comment on peut juste s'adresser différemment. En fait, la lutte contre l'homophobie, c'est complexe et il n'y a pas des réponses univoques voilà, en fonction des endroits d'où elle émerge. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Peut-être donc juste une dernière question avant de clore cette séquence. Donc, à Radio France, 44 jours de grève dans le mouvement sur les retraites auquel vous êtes associé à une très longue durée aussi. Même question que pour les autres. Votre horizon, c'est quoi aujourd'hui au sein de la Maison de la Radio? Est-ce que les négociations donnent quelque chose? Est-ce que vous continuez demain, après-demain? En tout cas, le préavis de grève de la CGT, c'est le retrait du plan stratégique de la PDG. Hein. Donc il n'est pas levé? Absolument pas. Rien n'a changé. Rien n'a bougé. Et il y a une proposition de reprendre des discussions, puisque le mot négociation devient un peu tabou, alors des discussions. Mais en attendant, toutes les organisations syndicales ont demandé, comme contrepartie, qu'il y ait le gel quand même du délai de consultation du plan de départ volontaire, parce que on va discuter pendant un mois et demi, et puis au bout du compte, si on n'est pas d'accord, le plan de départ volontaire va être
mis en action dès fin mars. Donc là, on a demandé il y a 2 jours le gel du délai préfixe et on n'a aucune réponse. Donc voilà, on est face à une dureté, à un discours technocratique, et c'est vrai que nous, en tant que musiciens, du coup, c'est une façon de nous exprimer, par exemple, bon, évidemment par la grève déjà, mais par des actions musicales qui permettent de montrer notre résistance, mais sur notre propre terrain, sur notre propre savoir-faire. Et ça, je pense que ça permet justement de décaler par rapport à une grève qui devient lourde pour chacun. Et ça permet d'avoir plus de visibilité aussi, puisqu'on ne parle pas assez de nous, du coup, à cause de ce grand mouvement aussi contre le mouvement vous faites comme les soignants, vous êtes aussi un peu étouffés forcément par la réforme des retraites. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, c'est passionnant. Je suis bien contente que vous soyez venus. On attendait une avocate, mais qui n'est pas venue, donc on continuera à suivre le dossier des avocats sur Mediapart, évidemment, parce que ça vient de bouger. Là, on aurait bien aimé en savoir plus, avec éventuellement le maintien de leur caisse, de leur régime spécial à l'intérieur du régime universel. Spécifique. Ouais. Qu'on prenne qui pourra, on verra ça plus tard. On va continuer, donc merci à vous deux, par un plateau sur la mobilisation dans le secteur numérique, chez les ouvriers, en fait, chez les salariés, les employés du numérique, et notamment à Mediapart. Voilà, à tout de suite. La traduction concrète, c'est par exemple ce qui se passe dans le métro parisien. À Paris, les 2 seules lignes qui fonctionnent normalement sont les lignes 1 et 14 qui sont automatisées. Ouais. Alors certains y ont vu un plaidoyer en acte pour l'automatisation de l'ensemble des lignes de métro sur le mode « les robots au moins ne font pas grève ». L'appel aux travailleuses et travailleurs du numérique explique autre chose. Il dit voilà, l'automatisation doit servir à l'humain. Ceux qui construisent ou supervisent les machines ont donc une responsabilité sociale. Ces 2 appels disent donc chacun à leur manière que dans un monde où matériel et immatériel s'interpénètrent, où logistique et informatique ne font presque qu'un, la programmation, donc tout le travail informatique, est une activité politique. Deuxième raison pour laquelle ce texte m'intéresse, c'est à quel genre d'action cela pourrait donner lieu. Alors l'un des 2 textes invite au soutien du mouvement simple en remplissant par exemple les cagnottes ou en l'affichant sur les sites. L'autre est plus évasif, mais parle de blocage des sites administratifs ou des grandes entreprises. Alors est-ce que ça pourrait aller plus loin ? On l'a un peu oublié, mais il y a en France une tradition du sabotage informatique. Dans les années 80, un groupe qui s'appelait le CLODO, le Comité pour la liquidation ou destruction des ordinateurs, a eu quelques actions qui étaient percutantes à son actif. Mais bon, c'était un autre temps et nos 2 appels sont beaucoup plus sages. France Inter l'a remarqué, et vous aussi sûrement, lecteurs et habitués de Mediapart, une partie du personnel de Mediapart est en grève également aujourd'hui même, et a été en grève dans les différents temps forts du mouvement. Des journalistes, des personnes du service marketing, du service des abonnés, voilà, de la technique. Donc c'est une entreprise également concernée par la grève, et les community managers en ont même profité pour créer un mouvement qui a fait parler de lui, puisqu'il s'agissait de mobiliser les travailleurs du numérique, et notamment les personnes qui s'activent sur les réseaux sociaux pour le compte des entreprises. Vous avez donc Gaëtan et toi, Cécile Denis, écrit un billet sur Mediapart et fait parler de vous. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc je tutoie, hein, parce qu'on est collègues, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était cette initiative, comment vous l'avez menée et quelle était l'ambition de départ? Et puis après, on passera la parole à nos 2 autres invités, Hélène Maître du collectif On est la Tech et Céline Guilleux d'Open Edition. Voilà, Cécile, on commence par toi.
Alors nous, on a commencé par en fait être très inquiétés par cette réforme qui allait être annoncée. Et du coup, on a eu envie de faire grève. Et donc avec Gaëtan, on était tous les deux à vouloir faire grève. On est 3 community managers et un responsable de la communication qui nous aide aussi sur les réseaux. Et on a décidé au départ de le faire chacun de notre tour pour pas léser le journal et parce que voilà, ça prend de l'argent, ça prend du temps, etc. Et du coup, on a fait grève dès le 5 décembre, chacun un jour, et on s'est rendu compte la semaine d'après que cette grève n'avait servi absolument à rien. Nous, ça lésait pas du tout notre employeur, ce qui n'était pas du tout ce qui était recherché. Personne s'en est rendu compte. Je pense que pas beaucoup de gens s'en sont rendus compte ni dans le journal, ni dans la société. Ça n'a pas du tout lésé le gouvernement. Et au final, voilà, nous, on a juste perdu de l'argent. Et on était toujours vraiment pas contents. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose pour réussir à être visible. Parce qu'au final, voilà, c'est la seule chose qu'on a, c'est la grève pour pouvoir se faire entendre en dehors des périodes d'élection. Et nous, quand on fait grève, elle n'existe pas. Donc on a besoin de faire exister la grève. Et on a besoin d'être entendu. Donc du coup, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait faire ça. Et on a eu l'idée d'occuper nos réseaux en annonçant sur les réseaux sociaux que nous étions en grève à travers un petit message et qui renvoie vers un lien vers donc, nos billets de blog qui expliquent au fur et à mesure nos avancées sur notre mobilisation et notre motivation aussi. On s'est renseigné auprès du syndicat de la CGT, qui est un syndicat à Mediapart. On s'est demandé est-ce que cette action-là était légale, en fait. Est-ce qu'on avait le droit de faire ça ? A priori, oui. On continue de faire passer les messages, les articles de Mediapart sur les réseaux. Et ensuite, on a quand même demandé un peu l'autorisation à Edoui Plenel, qui était d'accord. Donc ça, on a beaucoup de chance. C'est qu'ici, on est dans un journal plutôt d'accord avec cette mobilisation. Et donc, on s'est lancé. Et après, on a pu justement voir ce qui existait un peu autour. On a rejoint l'appel On est la tech. On a été après contacté par Open Edition. Donc, on va y revenir, parce que voilà. C'est intéressant quand tu dis on a eu l'autorisation aussi d'Edoui Plenel. Ça dépend aussi beaucoup de la hiérarchie des uns et des autres. Et puis surtout, c'est une posture qui n'est pas forcément facile à adopter dans d'autres milieux. Vous, Céline Guilleux, donc vous travaillez chez Open Edition. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste et puis comment vous avez fait grève et quelle a été la réaction de votre employeur. Alors, Open Edition, en fait, c'est une infrastructure publique. C'est une unité de service et de recherche qui est financée par l'École des hautes études en sciences sociales, le CNRS, Aix-Marseille Université, l'Université d'Avignon. Donc, c'est des fonctionnaires et des agents publics ingénieurs d'études. Et en fait, on développe depuis 1999 des outils d'édition de communication numérique pour les sciences humaines et sociales. Donc, il y a une plateforme de revues, de livres, une plateforme de blog et un calendrier en accès ouvert. Et donc ça, c'est Open Edition. Donc c'est environ, sur nos plateformes, 6 millions de visiteurs uniques mensuels et pas que francophones, c'est très international comme fréquentation. Et donc nous, ce qui s'est passé, c'est exactement le même constat que pour les community managers de Mediapart, c'est qu'il y avait quand même un relatif consensus contre cette réforme des retraites. Et par contre, on disait, quand on fait grève, ça se voit absolument pas. Parce que on va mettre, au lieu de répondre dans la journée, on va répondre au bout de 48 heures. Moi, quand je vais créer un blog, on va attendre 72 heures au lieu d'attendre 48 heures pour qu'il existe. Enfin, pour une revue qui est mise en fabrication, les délais ils sont relativement longs, donc ça s'est noyé dans ces délais-là. Donc ça ne se voit pas. Et donc on s'est dit que on s'est réunis en assemblée générale et on s'est dit qu'avec l'exemple des cheminots, des gaziers, des raffineries, de la CGT Énergie par exemple, qu'est-ce qui serait l'équivalent pour nous ? Ce serait de bloquer en fait l'accès au site internet qu'on héberge et qu'on développe. Donc ça n'a pas été une décision unanime, ça a été une décision majoritaire mais pas unanime. Donc il y a eu des arguments qui étaient contre mais qui étaient intéressants, notamment sur le sens que ça pouvait avoir pour des utilisateurs et des lecteurs internationaux, chiliens ou je sais pas, allemands. Qu'est-ce que ça voulait dire finalement de couper l'accès à des savoirs qui pouvaient par ailleurs être utiles aussi dans les mouvements de lutte. Et donc en fait, la question derrière pour nous, c'était l'efficacité. En fait, on va rendre visible l'existence de ce mouvement
au moins à l'échelle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on va le rendre visible et on va marquer un coup fort et un soutien important au mouvement. Et ça n'a pas été très bien reçu, si j'ai bien compris. Alors, par votre hiérarchie, hein, pas forcément par le... Notre hiérarchie, en fait, ce sont il y a les DRH de nos tutelles qui ont convoqué les responsables de service pour faire un rappel au règlement, en fait, grosso modo. Ce qui n'est pas très étonnant, en fait. Ce qui aurait été étonnant, c'est qu'ils ne viennent pas. Donc, ce qui nous a surpris, c'est la rapidité avec laquelle ils sont venus. Mais en soi, ce n'est pas un problème qu'ils soient venus. En fait, peut-être qu'on aurait préféré qu'ils viennent avec d'autres modalités, par exemple, s'adresser à tout le monde plutôt qu'uniquement aux responsables de service. Peut-être qu'on a eu plus de temps pour préparer quelque chose. Enfin, c'est plus ça, mais en fait, c'était tout à fait dans leur rôle de venir, en fait. C'est pas très surprenant. Et après, effectivement, on avait voté aussi en AG la publication d'un texte explicatif de notre action. Et on voulait le publier sur le blog de notre unité, de notre laboratoire. Ça, ils n'ont pas voulu, sans avoir connaissance du texte. En fait, c'est pas si grave non plus, parce qu'on a d'autres possibilités de publication. Ça nous a poussé à sortir aussi de notre écosystème à nous et d'aller contacter des utilisateurs pour voir si on pouvait publier aussi sur leur blog. Donc on l'a publié sur academia.hypothèse.org et on les remercie beaucoup d'avoir accepté. Mais on y aurait pu avoir d'autres encore solutions. Ça nous a aussi permis de nous rapprocher de Mediapart. Il y a aussi un blog Mediapart qui a été ouvert par plusieurs personnels de l'unité. Donc finalement, ça nous a poussé à être créatifs. C'était peut-être pas si mal. Hélène Maître du collectif On est la tech. Vous allez nous parler de ce collectif, mais comment justement on mobilise quand on est le cœur battant de la Startup Nation? Exactement. C'est justement, mais vous faites très bien d'en parler parce que je voulais évoquer la question. C'est vrai que nous, on est dans les nouveaux métiers assez dispersés et souvent quand on parle en société, on dit, on fabrique Internet, quoi. On fait des applications, c'est un peu compliqué, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est très souvent vraiment associé à la Startup Nation. Et donc, étant donné que c'est quand même le fer de lance, la French Tech, tout ça, on est très mis en avant par le gouvernement actuel. Et donc, on n'a pas forcément de raison de râler. Ce n'est pas forcément les premiers acteurs qui pourraient venir en tête quand on dit que les gens ne sont pas d'accord avec cette réforme. Et je pense que ça a été aussi le point de départ d'une mobilisation de se dire « je ne suis pas la Startup Nation ». Je travaille dans le numérique, je suis effectivement un acteur de ces nouvelles technologies. Mais ces nouvelles technologies, au départ, c'est le web décentralisé, c'est le partage d'informations, c'est le partage de connaissances, c'est la technique en open source, et donc disponible aussi pour tout le monde. C'est des outils qui peuvent servir aussi à la société. Et donc, ce n'est pas seulement la Startup Nation et voilà, le petit jeune qui a envie de monter sa licorne et qui cherche des financements, quoi. Et donc, je pense que ça nous a aidés, en fait, quand on a, dès le départ, senti en fait, un sentiment de frustration de la part des développeurs qui étaient très éparpillés. Parce que tout le monde a des devs dans son entreprise, mais on n'est pas vraiment reliés. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de corps de métier, corporatisme du développement. Et il y avait de la frustration de se dire, je suis d'accord avec les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, je suis d'accord avec les gens qui disent que cette réforme n'est pas bien, même si moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans, 30 ans, 40 ans, et je vois très loin ma retraite. Et j'ai quand même envie d'aller manifester. Je fais quoi? J'y vais tout seul, avec mon ordinateur, mes post-it. C'est ça, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui différencie un salarié, un développeur, un CM, un employé de plateforme d'un salarié classique? Pourquoi ne pas se dire comme n'importe quel salarié, bah ouais, je fais grève? Pourquoi ça demande une démarche particulière? Des salariés isolés, il y en a un peu isolés des autres, il y en a dans d'autres secteurs. Je pense qu'on n'est pas formé à ça. Aujourd'hui, effectivement, on est français. Donc on a une culture quand même. J'étais dans les lycées. On a tous lutté, bloqué nos lycées et tout ça. On sait qu'il y a de la contestation, on connaît le principe de la grève. Et donc il y a cette forme quand même de doute quand le gouvernement nous explique que la réforme, c'est la seule option.
on a quand même cette culture-là de se dire, je ne suis pas sûre que vous ayez vu tous les paramètres et que vous ayez bougé tous les curseurs. Donc, cette culture-là, on l'a. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas, dans le monde du numérique aujourd'hui, une structure qui permette de bouger ensemble. Et ce qui nous différencie, c'est qu'on est souvent très éparpillés. C'est-à-dire qu'on est des freelances, on est des prestataires, certains dans des SS2I, il y en a d'autres qui sont effectivement chez l'éditeur, donc qui sont quand même d'autres types de structures, mais on n'a pas une façon de se retrouver en manif, en tout cas on ne l'avait pas avant ce mouvement-là, de se dire, bon, bah voilà, on enfile tous nos blouses et on va défiler avec les collègues de l'hôpital. On met nos robes et on y va tous avec le barreau. Là, toutes les trois, vous défilez derrière le cortège On est la tech. Vous vous reconnaissez derrière un cortège On est la tech? Au sein d'Open Edition, on n'a pas signé l'appel de On est la tech. En fait, on en a discuté, mais on n'a pas pris de décision pour le voter, pour le signer collectivement. Parce qu'on a discuté de 1000 choses. Et donc, c'est pas... Mais certains, oui, certains peut-être moins. Mais pas pour des raisons un peu philosophiques, peut-être. Mais vous pourriez, vous, par exemple, individuellement, vous retrouver dans l'idée, d'une certaine manière, aussi en manif, de faire corps. Enfin, de faire corps derrière un corps ou corporation, je ne sais pas, mais derrière une telle banderole. Mais je pense qu'il y a une identité qui reste à construire, en fait, professionnelle, et c'est des métiers qui sont très aussi différents. Nous, on a par exemple des développeurs et des administrateurs système au sein de l'unité. On a aussi des professionnels de l'édition, ou de la communication. Enfin, c'est une unité qui est extrêmement diverse dans ses métiers aussi. Et j'aimerais savoir du coup, comment vous regardez-vous le monde syndical et les syndicats, et est-ce que depuis que vous avez fait On est la tech, les syndicats vous regardent, vous sont venus vers vous, vous ont approché, vous ont appelé, se sont intéressés, quoi? Il y a deux questions. La première, comment est-ce que nous regardons les syndicats d'assez loin? Je ne vais pas vous mentir, parce que la majorité des personnes qui sont vraiment tech aujourd'hui, et c'est principalement les signataires de cet appel, on a entre 20 et 40, 45. Et du coup, c'est vrai que le mouvement syndical s'essoufflait quand même. Enfin, là, même s'il reprend un peu de vivacité avec ce mouvement, pour nous, ce n'était pas forcément un réflexe d'aller se syndiquer, d'aller trouver un syndicat qui défend nos droits. Comme je vous l'ai dit, on est quand même très éparpillés, beaucoup de freelance. Donc, on a un modèle de rapport au travail aussi qui est un peu différent. Par contre, c'est vrai qu'ils ont réagi rapidement à cet appel, qu'ils ont proposé de l'aide en disant si vous avez des tracts à faire imprimer ou des choses comme ça. Alors, c'était des structures locales. On s'est rendu compte des machines aussi qu'étaient les syndicats. On s'est dit, en fait, ça va plus vite avec Twitter, merci. En passant par l'UL, puis l'UD, puis le... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, certains disaient, localement, nous, on est d'accord pour vous aider. Parce que c'est un mouvement qui est quand même national. On est la tech, on a été hyper surpris aussi. Alors, au départ, en plus, c'est vrai qu'on avait des Lillois, des Parisiens, beaucoup. Quelques-uns du Sud aussi, des Lyonnais. Et du coup, ça a pris tout de suite dans différentes villes. C'est-à-dire qu'il y a des cortèges à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Paris, enfin un peu partout. Et donc, on s'est rendu compte que ces syndicats, localement, pouvaient nous aider. Et ont voulu signer, d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui ont signé. Maintenant, d'un point de vue national, on s'est très vite rendu compte et rendu à l'évidence aussi, d'un côté comme de l'autre, qu'on n'était pas forcément sur le même type de lutte. Et que nous, effectivement, on est vraiment au début de l'organisation. Là, on a signé un appel tous les trois, d'ailleurs, avec les community managers de Mediapart. On est vraiment au départ de quelque chose qu'on ne sait pas trop encore ce que ça va donner et qu'on n'était pas vraiment dans la droite ligne des syndicats, quoi. Cécile, quel bilan, comme vous commencez à tirer depuis un mois là, est-ce que les gens viennent vous appellent, viennent vous voir? Est-ce qu'il y a un intérêt de la part d'autres community managers ou pas? Alors, il y a deux réactions. Il y a les réactions du public, en fait, de nos lecteurs, etc. En général, c'est surtout beaucoup de soutien. Après, on se rend compte qu'on a aussi les mêmes réactions qu'ont n'importe quelle personne qui font grève, c'est-à-dire ah ouais, non mais votre boulot c'est pas si difficile que ça. Oh là là, vous êtes jeune, vous pensez déjà à la retraite. Enfin voilà, c'est vraiment, on a une mise en concurrence des misères pas possible. Voilà. Et derrière, on a donc le côté plus professionnel des gens en fait qu'on a appelé à venir nous rejoindre. Dès le début, on a dit
si vous avez la même idée, si vous trouvez que c'est une bonne idée, venez avec nous. On se rejoint là tous ensemble. Cet appel, on le lance ensemble parce qu'on a réussi à discuter tous ensemble. Chez les community managers, en général, c'est plus compliqué. Enfin, on a des gens qui sont intéressés, mais qui ne sont pas encore prêts à faire le pas. Donc, on essaye de s'organiser. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'on s'est très vite rapproché d'On-est-la-tech, parce que là, il y avait déjà une bonne dynamique dès le départ. Même si c'est des métiers qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, parce que nous, c'est plus de la com et que là, c'est plus de la technique. Mais au final, voilà, on a les mêmes problématiques. On est tous des travailleurs, on a tous envie d'avoir une retraite, on n'a pas envie que ça soit dépendant de la finance. Enfin, voilà, on a tous les mêmes problèmes et on a besoin de s'organiser parce que les métiers qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas des métiers qui existaient forcément quand on faisait nos études. Enfin, moi, quand j'étais au lycée, community manager, ça n'existait pas. Enfin, voilà, c'est... Donc, voilà, c'est réussir à se mettre tous ensemble. Donc, il y a des bonnes volontés. Maintenant, comment est-ce que ça va réussir à vraiment se former c'est à suivre. Vous êtes grévistes toutes les deux demain vous et vous? Moi, non. Ah oui. Et chez vous, le mouvement se poursuit demain? Il y a régulièrement des assemblées générales qui sont organisées. Il y en a 2 cette semaine, il y en a une lundi prochain. Il y a plusieurs personnes qui sont grévistes hier, aujourd'hui, demain. Il y a des choses qui se poursuivent. Nous, surtout notre axe de travail actuellement, c'est plutôt la mise en contact avec les revues scientifiques. Il y a quasiment une vingtaine de revues grève, qui se sont déclarées en grève, en fait, dont une partie qui sont hébergées sur nos plateformes. Et donc, on pense qu'on a des actions collectives à construire ensemble, en fait. Et du coup, on essaye Il y a un appel qui a été lancé aux revues en grève et qui voudraient se mettre en grève de nous contacter. Et il y a une assemblée générale des revues aussi qui est organisée à l'EHESS vendredi. Donc il y a des choses qui bougent pour l'enseignement supérieur et la recherche. C'est inouï quoi, ce qui se passe en ce moment, parce que c'est pas un milieu où vraiment il y a eu des actions vraiment coup de poing et très visibles jusqu'à présent. Il faudrait en faire un deuxième plateau, mais c'est-à-dire que le milieu de la recherche est aussi particulièrement attaqué en ce moment, donc on peut comprendre l'inquiétude. Merci à toutes les trois. On continue avec cette fois-ci la parole aux chercheurs, Nicolas Delalande et Jean-Marie Pernaut. Merci à toutes les trois. Merci. On est en train de jouer à Stardew Valley, un jeu où on joue un petit fermier qui essaye de s'intégrer dans une nouvelle communauté et de vivre plus au vert. Sauf que tout ça, c'est beaucoup trop de gauche, donc on a choisi de faire le Stardew Valley de droite. On va se faire... donc on joue un certain Gattaz, et notre chien s'appelle Medef. Et on a décidé maintenant de faire la ferme des 1000 vaches, de disrupter complètement le modèle économique et sociétal du coin. Et on est venu pour un petit peu montrer comment on fait de l'argent ici dans une industrie de gros. Et je vois que Rio vient de donner 5 €. Merci beaucoup Rio. Ça fait plaisir, là c'est vraiment les habitués. Voilà, quatrième séquence de ce premier plateau pour cette soirée consacrée au mouvement social contre la réforme des retraites. On est en compagnie de Nicolas Delalande. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien à Sciences Po, auteur de La lutte et l'entraide, qui revient sur les solidarités ouvrières aussi à l'échelle internationale. Vous avez été interrogé récemment par notre collègue Fabien Escalona. Et puis Jean-Marie Pernaut. Bonsoir. Bonsoir, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, co-auteur de La grève, mais vous avez écrit plein d'autres choses. J'ai commencé par vous parce que j'ai une longue citation à lire, alors je vais prendre mon élan. Vous avez fait une tribune récemment dans Le Monde pour un peu tenter d'analyser les stratégies syndicales, mais aussi la manière dont se déroule ou pas le dialogue social en France. Je vous lis parce que c'est intéressant.
Vous dites que ce serait réduire... en gros, qui ne ferait pas réduire le social à un dispositif... Voilà, ce serait réduire le social à un dispositif muséal que de voir les mouvements sociaux comme le énième ressurgissement de l'esprit gaulois, on pourrait dire l'ère révolutionnaire. Le refus du compromis reste le moteur des mobilisations. Il est revendiqué par ce gouvernement comme par ses prédécesseurs. La différence est que l'héritage de l'absolutisme monarchique est parfaitement assumé par l'actuel président. Et plus loin, vous dites que dès qu'on touche au sujet lourd, l'État prend la main sans partage. Et dans ces cas-là, la place des syndicats se résume à un choix assez simple, acquiescer ou prendre la rue. Ce que vous semblez dire, c'est que là, on a une espèce de théâtre de négociation, notamment mené par la CFDT et par l'UNSA, mais qu'en réalité, le rapport de force, il est clair, c'est vous acceptez la réforme, ou alors c'est... et donc, le pendant, c'est la rue, quoi. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux dans le pays dans lequel on vit. Bah, écoutez, là, on est vraiment dans ce cas d'école, là. C'est vraiment... on ne pouvait pas rêver mieux comme démonstration. Ce qui a été dit tout à l'heure sur Radio France, enfin, une entreprise qui marche, taux d'audience les plus importants, 40 jours de grève, et on ne répond même pas à une demande toute simple qui est de savoir si on suspend ou pas le plan initial du fait de la grève. Enfin, il y a un mépris affiché qui est assez extraordinaire, pas tout à fait nouveau, mais là, c'est vrai qu'il y a une façon d'assumer le rejet de l'opinion avec une indifférence qui est assez magistrale, quoi. Et vous revenez dans cette même tribune dans Le Monde sur la grève d'août 53 contre la réforme des retraites, où on est aussi en fait dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas appris grosso modo de nos erreurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, parce que je pense que c'est moins connu que 95 et 2003. Le gouvernement de Joseph Laniel annonce, par des rumeurs d'ailleurs, pas de texte publié, mais que début août 1953, qu'il va y avoir une réforme du régime des retraites des agents publics et que donc on va étendre leur durée d'activité. Les rumeurs, c'était même jusqu'à 7 ou 8 ans, donc ça a créé beaucoup d'émoi. Les syndicats ont réagi, mais en n'y croyant pas trop. Le mouvement est parti de la base, à Bordeaux, les PTT, et s'est étendu. Il a fait tache d'huile, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais la communication marchait quand même, et en quelques jours, une quinzaine de jours, on s'est retrouvé avec 4 millions de grévistes. Et le gouvernement était évidemment un peu embarrassé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a ouvert une négociation avec les syndicats. Il y a eu un arrangement à l'Élysée. Le président de la République de l'époque, c'était Vincent Auriol, un socialiste, qui a dû peut-être agiter un peu le président du Conseil de centre-droit pour essayer de trouver une issue. Et donc, avec des interventions politiques diverses et variées, mais sans présence syndicale, on a décidé de retirer purement et simplement le projet. Alors, c'était l'époque bénie, dirait-on, où on retirait les projets quand ils étaient rejeté à cette époque, à cette échelle, oui, le parallèle s'arrête là parce qu'il y avait 4 millions de grévistes. Et bon, voilà, c'est un chiffre enviable. Aujourd'hui, 4 millions de grévistes, c'était à peu près toute la fonction publique de l'époque. Mais alors, pourquoi aujourd'hui ça ne prend pas comme ça? Parce que tous nos invités précédemment nous ont expliqué que la base était très remontée, que ça ne touchait pas que quelques secteurs, mais que ça a aussi touché plein de micro-secteurs ou de micro-endroits. On a encore vu tout à l'heure la tech et tout ça. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas un mouvement d'ampleur à un moment? C'est quoi? C'est la faiblesse des syndicats? Si on prend ce point de repère, pourquoi pas des années 50 ou 60, tout ce qui était la fonction publique était relativement homogène, régie par à peu près les mêmes règles. Enfin, elles étaient adaptées à la poste et aux télécommunications, il y avait des régimes particuliers, etc. Mais on était quand même dans un univers employé qui avait des pratiques d'action collective et qui était relativement homogène. Aujourd'hui, on n'a plus du tout une situation de ce type-là. D'abord, il y a un certain nombre de services publics qui manquent à l'appel. La Poste, bon, c'est plus tout à fait les PTT d'antan. France Télécom est devenue une entreprise privée, Orange, et a adopté un profil conflictuel qui est plus lié aux grandes entreprises du privé qu'à la fonction publique. Air France, il y a 20 ans, même des fois on fait les comparaisons avec 1995, mais on oublie qu'il y a eu les privatisations très importantes dans le secteur public qui ont fait basculer des entreprises publiques qui, à une certaine époque, étaient des moteurs de l'action collective. Ils ont basculé dans un statut privé ou approchant. Et aujourd'hui, ils ont adopté un profil conflictuel qui est beaucoup plus celui de la grande entreprise que celui du service public. Donc on a déjà ce secteur public, il est tout sauf homogène. Et il y a des gros bastions qui sont sortis de l'action collective. Ce que vous dites par profil conflictuel plutôt d'une grande entreprise, c'est que
En fait, maintenant, dans les entreprises, on s'adresse à son patron, on ne s'adresse plus à l'État. C'est ça, en fait, c'est la différence, elle est là. Oui, pas seulement, c'est que ces entreprises-là ont été aussi profondément restructurées. Elles étaient unifiées à travers des grands statuts. Et aujourd'hui, on les a découpées. Tout à l'heure, quelqu'un avait été voir chez Citroën et on rencontre quoi dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, on n'a plus du tout, et ça vaut pour le privé, ça vaut aussi pour une entreprise comme EDF, par exemple, c'est qu'à l'intérieur, l'entreprise elle-même, elle s'est totalement diluée dans l'espace. Vous rencontrez des collectifs de travailleurs qui dépendent statutairement de l'entreprise, mais ils ne sont pas toujours même la majorité de ceux qui travaillent. Vous avez ce qu'on appelle les prestataires, les intérimaires, etc. Chez Citroën, mais c'est la même chose chez Renault, dans les grandes usines d'assemblage, la majorité du personnel est intérimaire. Alors, c'est une masse de travail ajustable en fonction de l'état des commandes, des décisions de délocalisation de la production dont nos entreprises automobiles sont très spécialisées en France. Donc, on ajuste la main-d'œuvre au jour le jour de cette manière. Mais du coup, les collectifs de travailleurs sont totalement dilués et les syndicats ne sont pas du tout adaptés pour prendre en charge ce salariat aujourd'hui beaucoup plus éclaté, y compris au sein même des entreprises. Est-ce que, Nicolas Delalande, ce tableau qui est dressé, qui est celui d'une fragmentation du marché du travail, la fin des gros collectifs mobilisés, mobilisables, et puis on reviendra peut-être aussi tout à l'heure sur la faiblesse de certaines stratégies confédérales, mais est-ce que ça veut dire aussi que cette solidarité ouvrière, elle n'existe plus? C'est-à-dire qu'effectivement, les salariés du privé ne sont pas en solidarité forcément des salariés de la RATP et de la SNCF et regardent ça de loin. Est-ce qu'on peut comprendre ça, l'expliquer? Si on regarde historiquement, en fait, l'éclatement, il a existé avant même que les grandes grèves et la syndicalisation se développent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il faut aussi se départir de l'idée selon laquelle aurait existé une classe ouvrière très homogène ou une fonction publique très mobilisée. Et les premières grèves, historiquement, c'est par définition des grèves du secteur privé, parce qu'il y a un secteur public qui est très limité jusqu'au début du XXe siècle, et même le droit des fonctionnaires à faire grève, c'est un grand combat, un grand débat du tout début du XXe siècle. Et donc, si vous vous replongez 150 ans en arrière, dans les années 1850-1860, il y a beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières, d'artisans qui vont commencer à vouloir défendre leurs droits sur le temps de travail, sur les conditions de travail, sur le droit même de former des syndicats, des associations, de se regrouper. Et souvent, ce dont ils prennent conscience, c'est l'extraordinaire morcellement en fait, qui les caractérise. Et c'est souvent sur une base de petits métiers, de groupes d'artisans ou d'ouvriers que vont se construire les premières solidarités. Et je trouvais que c'était très intéressant, la table ronde précédente, vous voyez, sur le mouvement de la tech ou autre, la manière dont justement la question des métiers exercés, en fait, constitue un des premiers lieux, alors ce n'est pas le seul bien sûr, mais qui va permettre, disons, à l'échelle d'une communauté professionnelle, de construire de premières formes de solidarité, d'organisation, de discussion, qui ensuite peuvent s'intégrer bien sûr à des dynamiques plus larges, des dynamiques interprofessionnelles. Et vous avez posé cette question du lien aux grandes confédérations ou autres. Je pense qu'une des dynamiques de régénération possible, c'est justement le fait que le mouvement lui-même emporte avec lui des espaces de politisation, de collectivisation, je dirais, en création de formes collectives et d'actions collectives dans des secteurs qui, effectivement, étaient soit non syndiqués ou en tout cas peu engagés dans ces formes d'action collective. Ensuite, reste la question massive de l'évolution des 30 dernières années, d'une baisse très forte du taux de syndicalisation dans le secteur privé. Et donc là, effectivement, la question de la solidarité et du soutien donc de l'opinion publique apporté à la grève est présentée comme une autre façon en fait, de penser l'implication ou une forme de soutien à distance de salariés qui, dans des secteurs, ne peuvent plus grève, mais qui, en même temps, et ça a été, je dirais, quand même la grande surprise sans doute pour les gouvernements au cours des deux derniers mois, c'est que la grève reste massivement populaire en fait, dans l'opinion publique, ce qui n'était pas du tout sans doute le calcul qui était fait il y a 3, 4 ou 6 mois en se disant de toute façon, si vous renvoyez quelques années auparavant, il y a toujours ce discours de la prise en otage, de la culpabilisation, de jouer les groupes les uns contre les autres, ce qui là n'a pas fonctionné, ce qui ne garantit pas du tout le succès, mais qui transforme l'image publique et le soutien donc plus ou moins tangible ou intangible de l'opinion publique pour le mouvement lui-même. Et du coup, si on comprend bien ce que vous dites, il y a une sorte d'inadéquation en ce moment entre les grandes centrales et comment elles se vivent et comment elles travaillent en fait, et cette espèce de morcellement de la société qui est un peu un retour en arrière de 150 ans. Quoi. Enfin, en gros,
Et du coup, il n'y a pas de réponse entre l'un et l'autre, quoi. Alors, il n'y a pas de fatalité à ce que, lorsque moi j'ai travaillé sur tous les débats qui pouvaient agiter des ouvriers à la fin du XIXe siècle, tous ne voulaient pas adhérer à des grandes confédérations. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça c'est un produit du XXe siècle, cette idée qu'on a regroupé à l'échelle nationale. Alors la France se caractérise depuis le début du XXe siècle, et surtout l'entre-deux-guerres, par un pluralisme syndical, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres pays où il y a pu y avoir des centrales qui se sont imposés comme interlocuteurs uniques, très puissants, et qui justement, à ce moment-là, dans le jeu de la négociation et de la mise en place de systèmes paritaristes, en fait, étaient les interlocuteurs privilégiés des autorités. Donc, il y a eu toujours des réticences, finalement, à se fondre dans des confédérations plus larges. Alors, en même temps, il y a eu ce débat sur les conditions de l'efficacité de la mobilisation. Le débat même sur la question de l'organisation. On le voyait dans le débat précédent. C'est-à-dire, oui, finalement, les syndicats, en même temps, ils ont joué un rôle moteur dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont préparé, ils ont appelé à l'avance, il y avait un savoir-faire, capacité à mobiliser des troupes, à penser dans la durée le mouvement, à prendre aussi des échecs précédents, parce qu'il y a eu tout un ensemble de conflits qui ont été mentionnés depuis 2016. Mais je dirais que dans leur sillage, justement, l'idée, c'est de voir si ça embraye ou pas sur d'autres secteurs. Il y a des secteurs où ça embraye pas du tout. Ce qu'on voyait aussi dans vos débats précédents, c'est que de manière très intéressante, ça a été souligné par Distin, c'est souvent dans les domaines qui concernent les réseaux, en fait, où la mobilisation, la capacité de blocage, en fait, permet une forme d'irruption, d'intervention, et puis d'avoir un levier de négociation. Et donc les gens de la tech, en fait, ils sont sur un réseau. Et ils raisonnaient, ils disaient où est-ce que ça agit, les gaziers, les raffineries, les transports. Nous, on est aussi sur un réseau qui est devenu un réseau prédominant, un réseau du XXIe siècle, qui n'existait pas auparavant. Et on va pouvoir à nouveau, comme les postiers par le passé, en fait, essayer d'agir sur ce point-là. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a des potentialités qui émergent dans cette forme-là. Ensuite, la question de savoir si ça doit nécessairement conduire à une forme d'homogénéisation ou d'intégration dans des confédérations, je pense que c'est souvent quelque chose qui est le produit en fait beaucoup plus long de la structuration, par exemple, des États sociaux. C'est-à-dire que la structuration du paysage syndical, elle est à comprendre en interaction étroite aussi avec la manière dont s'est construit l'État social, la protection sociale en France au cours du XXe siècle et plus particulièrement après 1945. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, ce qu'on a entendu aussi dans les plateaux précédents, c'est, alors vous dites, tout le monde ne rêve pas, en tout cas on ne rêvait pas dans l'histoire forcément de se rattacher à une confédération. Or là quand même, ce qu'on entend aussi, des corps peut-être les plus traditionnels, c'est allô, allô, aidez-nous, donnez-nous de l'argent, soutenez-nous, appelez à la grève générale. Aussi parce que médiatiquement et dans la manière dont est organisée la discussion publique, les têtes de pont syndicales, et on les recevra tout à l'heure, ont pris une place très importante, prédominante. Est-ce que ça, vous pensez que les syndicats, les responsables syndicaux, par exemple Jean-Marie Pernaut, l'entendent ça? C'est-à-dire, donnez-nous de l'argent, donnez-nous des moyens, imprimez notre acte, venez nous voir, soutenez-nous, appelez à la grève générale. Ils l'entendent et qu'est-ce qu'ils en font de ça? Bon, ça, vous leur demanderez tout à l'heure. Ouais. Mais vous les connaissez bien et vous savez quels sont un peu leurs... Bon, donnez-nous de l'argent, ça, je ne sais pas s'ils répondront avec enthousiasme à la requête, mais les syndicats ont des structures interprofessionnelles et au niveau local, en principe, ça sert à ça. C'est-à-dire que le relais pour le matériel, les savoir-faire de mise en mouvement, en principe, ils sont là. Et normalement, les syndicats le font ou devraient le faire. C'est parce qu'il y a aussi des trous dans la raquette. Il y a aussi des endroits où l'interprofessionnel a été dévitalisé par la perte militante, la perte du grand nombre d'adhérents, et aussi le repli sur l'entreprise, qui a été cette assignation à l'entreprise, qui a été la pression exercée sur le mouvement syndical depuis une trentaine d'années. Donc les structures interprofessionnelles se sont considérablement affaiblies, même si aujourd'hui, ce qui se passe au niveau local est plutôt de leur fait, mais enfin avec des moyens relativement limités. Et si vous voulez, les grandes confédérations aujourd'hui, elles surfent un peu aussi sur le mouvement. Si vous voulez. Elles tirent pas trop les ficelles. Ce qui compte, la SNCF, la RATP, quand vous regardez les centrales syndicales, on le voit d'ailleurs particulièrement pour l'UNSA et la CFDT, parce qu'elles ont des mots d'ordre plutôt de reprise du travail au moment des fêtes. Je ne tiens pas à ce que le mouvement continue pendant les fêtes. Les structures fédérales concernées, elles s'en foutent. Elles ont continué dans le conflit à l'UNSA, la CFDT, cheminots, etc. Donc, vous voyez, la Confédération, là-dessus, elle gère l'imprévu, quoi. Et à la CGT, évidemment, il n'y a pas ce problème, parce que le discours confédéral est à l'unisson avec celui de sa fédération. Mais si Philippe Martinez acquérait la conviction qu'il faut arrêter le conflit à la SNCF, il n'a aucun moyen pour dire à ses troupes « Bon, maintenant, les gars, on arrête ». La politique d'action, elle est définie
par les fédérations professionnelles. Et ça, c'est un principe intangible dans le syndicalisme français, du moins dans une partie de celui-ci. La CFDT est beaucoup plus centralisée, mais dans la tradition historique que représente la CGT et Force ouvrière, il y a une certaine autonomie des structures fédérées qui est très importante et qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que où se trouve le bon niveau d'interpellation? Est-ce que c'est les confédérations? Est-ce que c'est les fédérations professionnelles? Est-ce que c'est l'interpro? Évidemment, les gens qui sont des primo-grévistes et qui ont, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, les syndicats, c'est une grosse machine, ils ne savent pas très bien comment ça marche. Et d'ailleurs, c'est compliqué. On s'en rend compte dans des moments comme ça, et que le mouvement social, finalement, il a une certaine autonomie propre. C'est l'interaction entre les syndicats et les mouvements sociaux, et les grèves d'une manière générale. D'ailleurs, c'est hérité de notre histoire sociale. Le droit de grève n'est pas un droit collectif qui est déposé dans les mains des syndicats, comme dans beaucoup de pays étrangers. C'est un droit individuel garanti par la Constitution. Et l'apparition historique du droit de grève, elle est même antérieure à la reconnaissance des syndicats, puisque c'est la loi de 1864 qui a dépénalisé la coalition. Alors que les syndicats étaient toujours interdits, ils ont été autorisés 20 années plus tard. Donc on a une dissociation permanente entre l'exercice de la grève et le rôle des syndicats, et ils ont appris à jouer avec ça. Le grand mouvement de 68, c'est pas les syndicats qui ont appuyé sur un bouton. Bon, quand le mouvement est parti, et ça part très souvent de la base, en 53 on l'a évoqué tout à l'heure, en 68 aussi, eh bien les syndicats, les confédérations mettent en forme, essayent de comprendre ce qui se passe, c'est pas toujours évident, et puis elles essaient de jouer leur rôle, de relayer les revendications, parce qu'il y a malgré tout dans le mouvement social, il a sa dynamique propre, mais il a un besoin de représentation. Et tout à l'heure, ça a été évoqué dans la première table ronde, cette idée qu'on voulait pas, ou qu'il y avait une espèce de défiance à l'égard des représentants confédéraux, qui est fondée, on comprend très bien dans la dynamique du mouvement. En même temps, on a dit que le mouvement des Gilets jaunes, il avait souffert de cette difficulté à se représenter lui-même. Et donc, il y a toujours cette tension entre la représentation qui est exercée par des organes permanents et relativement bureaucratisés que sont les syndicats, et puis, à un moment donné, un mouvement, il a quand même besoin d'un relais quelque part, porter une adresse, négocier éventuellement, bon ça se fait pas beaucoup, on a dit tout à l'heure, le mot négocier fait pas partie du paysage conceptuel contemporain, donc aujourd'hui on bavarde, on dialogue, mais on négocie pas, ce qui n'empêche qu'à un moment donné il faut quand même qu'il y ait une voix collective qui porte les aspirations, donc évidemment ces voix-là elles font le tri. Elles ne sont pas toujours représentées. Puis la base, c'est une notion aussi assez floue. Ouais. C'est les bases, parce que on le voit dans ce mouvement. Les bases du conflit sont extrêmement diverses. On a un mouvement social quand même très sectorisé. On le voit, les enseignants, ils sont mobilisés parce qu'ils ont bien compris ce qui se jouait là-dedans. Et ce n'est pas les promesses de revalorisation salariale qu'on leur adresse d'ailleurs depuis 30 ans, qui vont les rassurer. En même temps, ils sont un peu empêchés d'entrer dans un conflit sous une forme de reconductible, parce qu'ils ont les enfants à la porte de l'école le matin, et que c'est pas dans les pratiques. Donc, on a un mouvement très sectorisé qui est extrêmement difficile à trouver, pas tellement la convergence, là, elle est créée par le projet de loi. Donc, tout le monde a compris ce qu'il allait perdre dans ce projet de retraite, de réforme des retraites. Mais comment on peut exercer un rapport de force qui soit cumulatif, qui ait des effets, parce que si ça n'a pas d'effet, ces gens-là s'en moquent à peu près totalement. Ils peuvent laisser la radio publique en panne pendant 40 jours. Apparemment, ça avait l'air de poser de problème à personne, alors que c'est une entreprise qui marche plutôt bien, qui fait les meilleurs taux d'audience et qui a déjà réalisé son virage médiatique depuis bien longtemps. C'est sûrement là que ça s'est le mieux fait. Donc, arriver à faire du lien sur tout ça n'est pas une opération extrêmement simple. On est à ce moment du débat. Nicolas Delalande, dans votre livre, vous revenez longuement aussi sur les caisses de grève et en fait comment finalement l'argent est le nerf de la grève. Je m'excuse pour ce mauvais jeu de mots, mais et c'est une question qui revient beaucoup aujourd'hui. On entend parler, il y a des pages entières qui listent le nombre de caisses. Tout à l'heure, nos invités en parlaient. Est-ce que vous pouvez déjà revenir un peu sur comment ces caisses sont nées, et puis les problèmes qui se sont posés au début, et comment vous voyez ce retour justement à la caisse de grève dans le débat public? Il faut revenir à l'origine de ce qu'était un syndicat. Alors certes, les syndicats en France n'ont pas été légalisés avant 1884, mais
les métiers, les professions se mobilisaient, il y avait des luttes ouvrières, il y avait des chambres syndicales qui étaient tolérées. Et le terme qui est utilisé notamment dans les années 1860, c'est celui de société de résistance. Donc, le point de départ d'un syndicat, c'est une société, donc il y a une forme associative, un regroupement d'ouvriers qui se reconnaissent par une condition commune et qui vont résister ou lutter pour obtenir certaines améliorations de leurs conditions. Et lorsque les ouvriers créent ces formes collectives, il faut voir qu'effectivement, ils partent d'une situation où ils sont très atomisés, individualisés. Ils sont maintenus notamment sous une tutelle paternaliste. Hein. À l'époque, le patron règne en maître, soit sur l'atelier ou dans la grande usine. Et donc la société de résistance, son premier objectif, c'est de faire en sorte que les gens se parlent, hein, se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent faire ensemble, et puis qu'ils développent des moyens, des ressources pour agir collectivement. Et donc la première question qui se pose, c'est justement comment on mutualise des ressources. Et le cœur donc même de l'activité de ces sociétés, c'est de créer un principe de cotisation, de lever des fonds auprès de leurs adhérents dans un premier temps, pour pouvoir publier des journaux, pour pouvoir se mettre en grève le cas échéant, mais aussi pour pouvoir prendre en charge collectivement tous les traumatismes, les douleurs qui peuvent naître de la répression, des situations dramatiques, à une époque où les grèves sont violemment réprimées, et notamment par l'armée, donc qui peut créer des situations particulièrement lourdes sur le plan humain. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les syndicats de l'époque, ils se pensent comme des institutions totales. Ils ont aussi pour objectif de proposer à leurs adhérents des services multiples pour se protéger face au risque de l'existence. Il faut se replonger à une époque où il n'y a pas de système de protection sociale. Donc l'origine même du syndicat, et ça c'est vrai dans tous les pays, c'est de créer une forme collective qui permette à l'ouvrier de ressentir les bienfaits de la solidarité collective. Et donc ça va jouer, en cas d'accident du travail, de maladie dans un premier temps, d'avoir des secours de compensation. Et puis ce qui va devenir l'activité principale des années 1860 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, c'est le secours de grève. Donc la première forme de solidarité, c'est au sein du syndicat, mais on va pouvoir aussi développer des solidarités entre métiers. Et donc la forme qu'on retrouve le plus fréquemment dans les Mediapart de l'époque, si vous voulez, hein, les revues, les journaux ouvriers socialistes, ce sont des appels à souscription. Les appels à souscription, ils donnent une cartographie de toutes les luttes, les mouvements qui sont organisés en disant « à l'aide, frères, nous sommes en lutte à Genève, envoyez-nous votre argent, votre obol pour nous aider dans notre conflit, et en retour, nous vous aiderons à d'autres occasions. » Et on voit ces pratiques se déployer en France, par-delà les frontières, parfois même à une échelle transatlantique, dans les grands mouvements de conflictualité sociale. Au début du XXe siècle, il y a des fonds qui peuvent arriver des États-Unis, d'autres pays, parce qu'il y a des liens qui existent dans les diasporas, notamment de travailleurs. Quand on a épuisé les ressources qui sont à l'intérieur du premier cercle de la solidarité, ce qu'on voit apparaître assez tôt, c'est la nécessité de s'adresser au public extérieur, d'impliquer des non-grévistes en fait, dans la lutte de manière solidaire. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer à la fin du XIXe siècle. C'est le moment où les grèves deviennent des grèves de masse. Elles peuvent impliquer beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, des centaines de milliers de travailleurs, ensuite des millions au cours du XXe siècle. Et elles durent de plus en plus longtemps. Et on est très attentif à la misère qu'elles génèrent, qu'elles procurent. On va documenter le fait que pour des ouvriers, se mettre en grève à l'époque, c'est évidemment avoir une perte de salaire, de revenus, sans autre forme de protection sociale ou de revenus de complément. Et puis, bien sûr, c'est aussi tout ce qui va peser sur les familles. La question de l'alimentation, elle est fondamentale. Pour tenir une grève, il faut pouvoir se nourrir. C'est vraiment la première étape à l'époque. Donc, on va en appeler à des solidarités extérieures, soit sous forme d'envoi d'argent, donc les souscriptions, ce sont les cagnottes du XIXe siècle, ou sous forme de dons. Par exemple, on va demander à des paysans aux campagnes de se montrer solidaires en apportant des vivres, des biens de consommation pour alimenter ce qu'on va appeler les soupes communistes, qui sont créées au tout début du XXe siècle, pour pouvoir créer des lieux collectifs et en même temps permettre qu'au jour le jour, les grévistes se retrouvent et puissent s'alimenter et subvenir aux besoins également de leur famille. Il y a des formes très originales qui apparaissent aussi, parce que l'analyse qu'on fait très tôt, c'est que la condition d'efficacité des luttes sociales et ouvrières, c'est leur capacité à durer et à entretenir un rapport de force, un bras de fer, sans être obligé finalement de céder, parce que face au dénuement, il y a évidemment des contraintes économiques qui pèsent sur tous les ouvriers. Ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont beau être très solidaires, ils savent très bien qu'il y a des moments dans lesquels on ne peut pas faire autrement. Et donc on va par exemple essayer de décharger les familles de certaines contraintes financières qui pèsent sur elles en envoyant leurs enfants
dans d'autres lieux, dans d'autres villes, parfois même à l'étranger. Ça va se faire au début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, en considérant que ça crée des liens à distance. On va parfois parler d'une forme d'adoption symbolique des enfants des grévistes, et surtout qu'à très court terme, ça permet que l'ouvrier en grève, en fait, n'ait pas en plus le poids moral, si vous voulez, de faire retomber sur ses proches le coût individuel de cet engagement collectif. Donc en fait, on a qu'une, pardon, je vous coupe un peu, mais on n'a qu'une réactivation finalement par les formes un peu là originales, interpro, dématérialisées d'initiatives qui existaient déjà au cours du siècle passé. Je dis pas que c'est une répétition, c'est-à-dire qu'il y a des modes de communication, il y a des modes de mobilisation qui sont nouveaux. Dans la logique de l'appel, à l'époque, c'est vraiment une forme de ce qu'on appelle la souscription. Elle est très souvent à l'époque nominative, comme elle peut l'être aujourd'hui sur un site, mais souvent on va y associer un message en fait, de soutien. On dit qu'on crée des liens moraux et matériels. Et donc c'est aussi, il faut comprendre que la constitution progressive des solidarités ouvrières, elle s'est tissée à travers ces petits gestes, mais qui prennent une ampleur massive. Donc en termes d'ampleur, aujourd'hui on a beaucoup parlé de certaines caisses de grève, celle de Infocom qui a collecté plus de 2 millions d'euros, beaucoup d'autres initiatives, celle des youtubeurs, etc. Donc c'est des sommes colossales. La question qui a toujours été posée, c'est que évidemment l'idée c'est de verser un salaire de grève ou un secours de grève en substitution. Et que le problème, c'est que c'est souvent très limité par rapport au salaire de départ. Et la question dans la durée, c'est comment on soutient véritablement. Et donc, ce qu'on a observé souvent, c'est qu'au cours des grèves, en fait, le secours de grève ou le salaire de grève a tendance à diminuer. Et donc, il y a aussi un jeu et un rapport de force qui se noue avec les autorités de ce point de vue-là, à savoir évidemment qui va céder le premier. Mais je pense que le rôle de ces souscriptions qui sont lancées à l'époque, c'est bien d'interpeller l'opinion publique, de dire que justement, il faut dépasser les logiques strictement professionnelles ou de métier ou d'entreprise, mais faire appel à des catégories qui en fait, peuvent se reconnaître dans le conflit, mais qui ne sont pas directement mobilisées ou directement confrontées. Et donc on voit en Angleterre, les syndicats, dans les années 1890, vont collecter de l'argent à la sortie des matchs de foot, à la sortie des offices religieux, dans les pubs. Et donc il y a l'idée aussi de toucher l'ensemble des lieux de vie pour que la grève soit un fait social qui touche tout le monde. C'est un fait social total, la grève. Et donc c'est aussi ça qu'on essaye de réactiver à travers les cagnottes. Un outil de collecte que de communication. Bien sûr, On va s'arrêter là.